Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous rejoindre. Ah oui, ceux qui sont venus à la FIAC pour voir de l'art contemporain, vous pouvez partir, c'est pas là. On s'est posé la question, mais quelque chose me dit qu'on aura des propos un peu art contemporain tout au long de la journée. Voilà, donc je laisse la main à mes camarades, le timer sous les yeux. Un bon propos, c'est un propos qui est clair, concis et concret. Le plus important, c'est le concis là-dedans. On a hâte vraiment de vous écouter. On est impatients. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de ce mot d'introduction, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur général. Ravi d'ouvrir cette session sur les accès précoces. Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que je suis barbu et j'ai des lunettes, mais le chauve, il faudra attendre quelques mois, quelques années. Ça vient, mais je ne sais pas encore. Le deuxième, c'est que le timer, Nicolas, on a déjà 10 minutes en moins. Je suis ravi d'ouvrir cette journée sur les accès précoces et l'opportunité française que ça représente pour pouvoir collecter des données. Je ne vais pas vous présenter les uns après les autres, je vais vous laisser vous présenter quand vous allez prendre la parole. Je me tourne peut-être, Camille, déjà vers vous. Bienvenue. Je voudrais vous poser une première question. On sait que effectivement, les accès précoces, c'est une chance. On sait que la première fiche d'inclusion des accès précoces est toujours bien remplie pour avoir accès aux médicaments. Et on sait qu'ensuite, la quantité, pas la qualité, vous avez été dur, la qualité des données, elle est là, mais la quantité des données remplies, la vie étant ce qu'elle est à l'hôpital, et pour l'avoir vécu dans une autre carrière, je sais ce que c'est que de remplir des données. C'est compliqué de le faire dans le temps. C'est ça qu'on voudrait creuser, le premier sujet. Le deuxième, c'est comment on pourrait améliorer. Et puis le troisième, on écoutera Laure sur la voix des patients. Je pense que vous avez des choses à nous dire, Laure. Donc Camille, peut-être je me tourne vers vous. Le but de ces collectes, je ne veux pas vous demander de rappeler ce que c'est que le mécanisme d'accès précoce, mais vous en attendez quoi? Vous voulez en faire quoi de ces collectes, de ces données dans les accès précoces? Merci, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que cette réforme des accès dérogatoires, elle avait vraiment un objectif qui était clairement affiché, donc de simplification des procédures, d'accélération de l'accès aux patients à des traitements présumés innovants, en particulier pour des patients en situation d'impasse thérapeutique. Et elle avait le micro sur le menton, s'il vous plaît. Oui, comme ça. Merci. Et elle avait aussi pour troisième objectif, finalement, de mieux structurer et d'optimiser la collecte de données en vie réelle issues de ces accès précoces. Donc il y a eu sur ces 2 dernières années, maintenant on est un peu plus de 2 ans de la réforme, presque 3, des gros efforts d'optimisation de ces collectes de données. Et aussi on a pu effectivement voir un peu plus sa place par rapport par rapport au circuit aussi des évaluations de ces médicaments. Donc il faut savoir que ces données-là sont vraiment... C'est une des premières occasions de collecter des données en vie réelle pour des médicaments qui n'ont jamais été mis à disposition en France, pour la plupart. Alors certains sont déjà à disposition dans d'autres indications, mais on est vraiment sur des nouvelles indications pour des nouveaux traitements ou des traitements déjà autorisés dans une autre indication. Donc c'est essentiel de ne pas louper cette opportunité de collecter des données en vie réelle qui, je le rappelle à chaque fois, sont à voir de façon complémentaire aux données des essais cliniques. Donc, ce n'est pas, comme on entend aussi parfois, des données qui sont amenées à remplacer ces données d'essais cliniques ou même à apporter une sorte de confirmation systématique de ce qu'on voit dans les essais cliniques. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le choix des variables dans ces collectes peut être différent de celui des essais cliniques. Et je pense notamment aussi au questionnaire patient. On a la perspective patient aujourd'hui qui est représentée. Ça, c'est une des avancées importantes aussi de ces accès dérogatoires, c'est d'inclure systématiquement la perspective patient dans la collecte de données en vie réelle. C'est un long chemin parce que l'utilisation de ces prom au quotidien, dans le soin, et reste difficile pour plein de raisons. Mais c'est une des avancées de ces accès dérogatoires. Donc vraiment, ces accès dérogatoires déjà fournissent des données pour leur propre survie, c'est-à-dire que vous savez que les renouvellements se font de façon annuelle. Donc si jamais le moindre doute en termes de données sur l'efficacité ou la tolérance sur la base de ces premières données, ça pourrait déjà servir à ne pas renouveler un accès précoce. Donc il faut déjà avoir ça en tête, que cette collecte permet ce premier objectif. Et c'est aussi des données qui seront utilisées pour les étapes futures. Donc l'instruction, alors la première instruction par la HAS est souvent assez rapide après l'AMM. Donc
il y a très peu de dossiers en réalité à la première instruction qui bénéficient de ces données. Par contre, vous savez qu'il y a des possibilités aussi de réévaluation et ça peut être extrêmement intéressant pour un médicament d'apporter ces données-là dans des réévaluations ultérieures. Voilà. Merci. Marianne, vous travaillez à l'INCa. Vous avez une attente aussi particulière sur ces collectes d'accès précoce de données ? Oui. Bonjour à tous, donc Marianne Dupéré, je suis directrice des recommandations et du médicament à l'Institut national du cancer. Donc globalement à l'Institut, on est intéressé par ces données d'accès précoce pour la plateforme de données en cancérologie, mais je ne vais pas détailler là parce que ma collègue va présenter en détail, et qui est en charge de cette activité, va présenter en détail les enjeux de ces données d'accès précoce dans le cadre de nos travaux. Si j'en viens vraiment à mon activité, qui est la production d'expertise scientifique et dans le champ sanitaire, c'est-à-dire l'élaboration des stratégies thérapeutiques avec les cliniciens qui font le soin quotidien et les travaux sur le bon usage du médicament, il y aurait un vrai intérêt pour nous en fait, de pouvoir mobiliser ces données d'accès précoce en complément en fait, de la base et du background que l'on utilise classiquement pour faire cet exercice d'expertise sanitaire en tant qu'agence avec toute la rigueur et l'indépendance que l'on attend de nous. Parce que notre enjeu, évidemment, dans ces conduites à tenir cliniques, c'est d'être au plus près de la réalité des cliniciens et des patients dans leur parcours de soins. Vous parliez tout à l'heure, il va y avoir une table ronde sur les parcours, de ces enjeux de rupture, de ces enjeux de vivre avec des traitements au long cours. Et c'est vrai que si on pouvait mobiliser ces données complémentaires, ce serait vraiment stimulant. Alors stimulant d'un point de vue méthodologique parce qu'il y aurait vraiment une vraie réflexion de fond à mener sur comment on intègre ces données-là et quelle place on leur donne en fait par rapport à la façon dont on utilise les données classiques, et puis stimulant de voir comment ça pourrait peut-être donner une autre couleur à ces conduites à tenir qui font le soin de tous les jours et qui sont quand même opposables aussi, voilà, et au plus près de la réalité du soin aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Pierre, sans vous laisser le temps de reprendre votre souffle, et ravi de vous accueillir. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur le regard que vous portez sur les collectes de données dans le cadre des accès précoces ? Merci, alors ravi d'être là. Toutes mes excuses, c'était en raison d'un malaise voyageur, vous connaissez la chanson. Voilà, donc c'était pas moi le malaise, je vous rassure tout de suite. Moi je suis amené à travailler depuis l'agence française, beaucoup à l'agence européenne. J'ai failli vous dire à Londres, non, c'est Amsterdam maintenant, depuis que nos amis anglais nous ont quittés. Je préside un working party qui s'appelle l'Oncology Working Party. Et puis par ailleurs, il se trouve que je travaille aussi dans une structure qui est amenée à donner des avis scientifiques aux développeurs de médicaments, de nouvelles méthodes, etc. Donc ça me donne un fauteuil depuis lequel je peux observer pas mal de choses, et notamment, c'est tout frais, il y a eu à peu près 15 jours un symposium organisé à l'IME, un symposium organisé à l'IME sur la prise en charge des sarcomes rares, notamment de l'enfant. On est exactement dans la situation où on se retrouve avec des données extrêmement parcellaires, cueillies par-ci par-là, qu'on a du mal à agréger de façon cohérente, qui donne l'impression quelquefois qu'un médicament peut rendre service, que ce soit un vieux médicament qu'on repositionne ou un médicament déjà développé ou en cours de développement, mais qui n'intéresse personne du point de vue financier parce que la population est trop petite. Et d'un autre côté, on a des données qui sont disponibles parce que ces patients sont traités tout de même. En dehors de tout AMM, en dehors de toute structure, le cas particulier de la France, et ça Camille en parlera beaucoup mieux que moi, c'est que depuis un certain temps, mais au gré des réformes, le système de l'usage dit précoce, compassionnel, enfin suivant l'histoire du système, a permis de traiter un certain nombre de patients et que c'est traité de façon contrôlée, organisée, non pas parce qu'on désire restreindre les choses, mais parce qu'on désire les organiser. Et à cette occasion-là, on recueille des données. Et lors de ce symposium, il y a une présentation d'une collègue de la NSM qui a montré ce qu'on pouvait pour l'instant extraire. Et malheureusement, on ne peut pas extraire tout ce qu'on voudrait. Parce qu'il y a un gros problème qui est un problème de standardisation. La bonne nouvelle, c'est que ça a beaucoup intéressé les gens de la Commission européenne qui assistaient au symposium. Et que l'idée serait non seulement de nous aider, mais ça, en France, c'est à nous de faire le job, avec les sociétés savantes, avec les centres de référence, il ne s'agit pas que de cancérologie d'ailleurs, pour systématiser les données, faire en sorte qu'elles se ressemblent toutes le plus possible, parce que le jour où on veut extraire, on ne se retrouve pas devant une collection hétéroclite,
Et puis, si possible, essayer de faire en sorte qu'un maximum de pays européens suivent pas forcément le même processus que le nôtre, c'est pas ce qu'on demande, mais une organisation des données lors du traitement de tels patients qui soit également homogène. Et même les collègues américains de la FDA qui étaient présents, les gens de Santé Canada, étaient tout à fait prêts à entrer dans le système. Donc il y aura une suite à ça, c'est au mois de mai, hein, un symposium qui sera une suite à cette réflexion pour essayer d'organiser les choses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout le monde est intéressé à ce que ces données ne soient pas perdues parce que, bon, elles bénéficient directement aux patients qui est inclus dans un tel programme, il faut qu'elles bénéficient à la communauté pour essayer de mieux comprendre quelle est l'efficacité, la sécurité des médicaments ou des traitements, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'on peut proposer dans des cadres où le développement classique est inopérant. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie, Nicolas, je vais me tourner vers vous deux pour savoir ce que vous attendez de ces données d'accès précoce. Je voudrais d'abord passer la parole à Laure. Laure, vous représentez les patients et comme vous l'avez dit, non, mais parce que je tenais à vous faire prendre la parole rapidement dans ce débat. Comme vous l'avez dit, on est d'abord tous des patients en puissance. Et puis, si on est tous rassemblés ici pour ces données-là, c'est aussi pour que vous en ayez une visibilité. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Laure, en particulier ? Alors déjà, je voudrais dire que la FIAC rassemble intelligence artificielle et cancer. C'est quand même deux gros mots pour le grand public et pour les patients. Et vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure. Je pense que c'est essentiel de mettre de la pédagogie pour les patients et les proches dans le début des parcours de soins, parce que finalement, cette matière que sont les données, c'est un peu comme une nouvelle biopsie d'un tissu ou un prélèvement sanguin, etc. C'est une nouvelle matière de recherche. C'est une nouvelle matière qui va permettre de faire bouger les lignes. Et ça, c'est hyper important que partout, on nous l'explique pour qu'on ait moins de défiance. Hein. L'IA, c'est aussi beaucoup de défiance. Alors, les accès précoces, donc, juste pour rappel, donc, notre association s'appelle Patients en réseau. C'est une association digitale dans le cancer qui propose des communautés en ligne, Mon Réseau Cancer. Et avec le temps, on a bientôt 10 ans, on s'est impliqué à la demande de la Haute Autorité de Santé qui propose aux associations de patients de contribuer pour l'évaluation des médicaments et d'apporter son regard. Et donc, avec la réforme des accès précoces, on est très nombreux en tant qu'association à être particulièrement intéressés par ces accès précoces. Pourquoi ? Parce que vous l'avez souligné, les essais cliniques, en fait, c'est une première étape d'accès à la molécule, mais avec des critères de sélection des patients qui sont extrêmement drastiques. Et donc, les accès précoces, c'est une chance de donner plus vite accès à cette innovation à plus de patients, j'allais dire moins sélectionnés, donc plus proches de la réalité clinique. Donc évidemment, on se dit c'est formidable. Et comme vous, on est un peu déçus parce que ces données, notamment des données de qualité de vie, les données de comment ça se passe vraiment avec ces traitements, elles ne sont pas assez remplies. Et en fait, là aussi, il faut se dire que c'est aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut bouger. Donc, par exemple, les essais cliniques, c'est les ARC qui aident à remplir tous les dossiers. Là, pour un accès précoce, il n'y a pas d'ARC. Et les médecins, ils sont débordés. Leurs équipes aussi, donc il y a absolument besoin de les aider. Et pour les aider, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions certainement avec l'IA, d'aller explorer dans les RCP, d'aller rechercher des mots-clés, d'aller écouter des choses. Il y a aussi de travailler avec les patients, parce que les patients sont souvent très d'accord quand ils sont suffisamment en forme pour participer et répondre eux-mêmes à des questionnaires. Et on a par exemple aussi, avec les parcours d'accompagnement, les articles 51, la preuve que parfois d'aller au domicile du patient, par exemple une infirmière, peut permettre du coup d'avoir une qualité de remontée de données structurées et en quantité remarquable. Donc en fait, il faut associer, j'allais dire, des choses d'organisation et aussi de l'innovation technologique. Il ne faut pas les séparer et je pense que c'est extrêmement important si on veut garder la pertinence. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Nathalie, Nicolas, les points de vue des industriels ou du privé, je ne sais pas comment il faut dire, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette collecte des données dans le cadre des accès précoces ? Je vais peut-être commencer. Nathalie Varocco, donc je suis directrice médicale chez Amgen, aussi la chance d'être administratrice au sein de la FIAC, et puis vice-présidente d'ARIS, parce qu'il ne faut pas oublier que la FIAC, c'est aussi une émanation d'ARIS, et c'est important de mentionner. Donc oui, c'est une chance, les accès précoces en France. Camille ne l'a pas rappelé, mais en 2 ans, c'est 100 000 patients. Donc c'est quand même et des patients qui sont suivis pendant plusieurs mois,
plusieurs années. Si on en a P1, c'est jusqu'à 2 ans de suivi au total. Et c'est 50% des avis favorables qui sont en oncologie. Donc, une grosse place des essais précoces. Et c'est les premières données, que vous l'avez bien rappelé, de données de vie réelle, avant même les États-Unis et avant même l'enregistrement. Donc tout ça est très bien. Néanmoins, et beaucoup de gens l'ont déjà rappelé autour de cette table ronde, on est confronté à la complétude des datas. On a des très très belles données à l'inclusion, fiches d'inclusion. Le suivi est plus compliqué, on le sait tous pourquoi. Il y a des problèmes de charge de travail dans les centres. Ça s'adresse aussi à des petits centres. Il faut savoir que les accès précoces, ce n'est pas que les CHU, c'est des CAG, c'est des cliniques qui ne sont pas équipés forcément de la même façon pour faire de la recherche clinique. Et même de toute façon, même si vous voulez, nous, industriels, on voulait aider à ce remplissage via la fourniture de tech, aujourd'hui, la législation nous l'empêche. Donc je pense qu'il faudrait faire bouger au moins ce point-là pour permettre cette complétude de données qui sont absolument capitales pour avoir des données exploitables. Parce qu'on veut tout ça à la fin, de l'efficience, et des données exploitables et recevables aussi par les autorités de santé. Donc ça, c'est le premier point, la complétude. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Donc ce cadre législatif a changé, puis aussi toute la partie innovation. Et donc là, je vais dire, là, c'est le projet de la FIAC, comparer des données collectées via de l'innovation versus la collecte traditionnelle. Et donc c'est un des pilotes qui va se mettre en place prochainement. Deuxième exemple, c'est comment lier des données d'AP2 ou d'AP1 au SNDS pour avoir un suivi long terme sur la survie globale, par exemple, parce qu'on le sait tous, les accès précoces à un temps fini, alors qu'on voudrait potentiellement avoir un suivi plus long. Donc ça, c'est aussi 2 projets de la FIAC aujourd'hui, un porté par Nicolas, qui pourra en parler, et puis un porté par Amgen. Et tout ça, évidemment, va permettre de construire les bases de ce qui est exploitable ou pas à partir de ces 2 projets. Et puis, évidemment, la qualité de vie, c'est quelque chose qu'on veut tous appréhender, mais on ne sait pas encore comment, vraiment. Et là, on aurait besoin peut-être d'un cadre méthodologique pour ça, et évidemment, l'innovation pour capter des données non structurées, c'est capital. Voilà, donc je vais en terminer là. Je vais laisser la parole à Nicolas, mais juste pour dire que la France a des atouts. Maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble, collectivement, pour que cet espoir de valoriser au mieux les accès précoces soit une réalité, et puis vienne nourrir l'EMA, parce que je pense que là aussi, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Merci Nathalie. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose ? Rapidement, oui. Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Micro sur le menton. Du coup, oui, alors peut-être les éléments quand vous demandiez quelles sont nos attentes. Je pense que Nathalie en a parlé, vous en avez tous parlé. C'est effectivement les premières données qui vont être en vie réelle. Donc derrière tout ça, moi je vois une première chose, c'est comment on va pouvoir utiliser ces données pour mieux accompagner les patients. Parce que c'est la première fois, non seulement que c'est en vie réelle, mais comme vous l'avez dit, je pense aussi Camille, qu'on va toucher un si grand nombre de patients. On sort en fait des phases 3, qui concernent en France souvent une quinzaine de centres, très experts, qui vont avoir eu le médicament entre les mains pendant pas mal d'années. Et là, on ouvre à tout patient, et avec des centres qui ont une expertise plus ou moins importante, hein, on le sait. Et du coup, là, ça doit nous aider également à se dire, là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on mette en place en plus. Là, c'est pour nous aussi industriels, c'est pour tout le monde pour ce parcours patient. On reviendra, je pense, sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est aussi comment on s'assure que l'innovation qu'on apporte, elle arrive bien au lit du malade et dans les bonnes conditions pour tout le monde, pour les soignants et pour le patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, tu le disais Nathalie, et je pense aussi que c'est très important pour mes confrères qui sont en clinique, qui sont restés en clinique, qui ont eu ce courage par rapport à moi, c'est d'avoir des données à long terme. Parce que quand on a des patients en face de soi qui demandent quel est le pronostic éventuel, etc., si on n'a pas de données à long terme, on est quand même assez embêté. Et je pense que ces données-là peuvent aussi permettre de fournir des données à long terme. Et on a fait effectivement, comme tu le rappelais Nathalie, avec la FIAC, ce premier projet, c'était à l'époque de l'ATU,
où il y a eu un appariement avec les données de la plateforme de données de cancérologie de l'INCa. Et c'est vrai que là, on est ravis parce qu'on a soumis avec la FIAC et avec le travail de toute l'équipe de Marco un abstract à l'ASCO. Alors, on va voir s'il va être accepté, mais voilà, c'est déjà le premier. C'est pour dire que la FIAC est pas si. L'existence de la FIAC n'est pas si ancienne que ça, mais il y a déjà des travaux qui sortent et il y a ce travail. Et c'est extrêmement important comme le disait Marco, de débroussailler et de comprendre quelles sont les règles de chacun. Le laboratoire, comment il va donner des données, comment on va pouvoir les apparier, etc. Et ça, c'est déjà aussi quelque chose de très important. Donc voilà, il y a ce rôle-là. Et pour bien sûr, les freins qui peuvent exister, hein, vous l'avez tous dit, hein, c'est probablement le manque de temps. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des conventions hospitalières qui sont signées entre les laboratoires et les centres qui font ces demandes d'accès précoce. Ça suffit apparemment pas. Et oui, derrière, probablement qu'au-delà de tout ça, la technologie, et on a effectivement un projet en cours de réflexion, pourrait potentiellement nous aider avec le recueil automatisé de ces données. Merci à vous tous de ce premier tour de table. On a, je pense, bien compris l'importance de cette collecte de données en vie réelle. On a aussi bien saisi la difficulté de les rendre le plus complètes possible. Laure, je vais utiliser un gros mot maintenant. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à ce qu'elle soit mieux remplie, plus facilement accessible pour que les médecins récupèrent du temps ou que le temps soit rendu au personnel soignant dans les hôpitaux. Peut-être on peut refaire le tour, mais à l'envers. Nathalie, Nicolas, comment vous imagineriez qu'on puisse améliorer et que l'intelligence artificielle puisse nous aider à ce que les données des accès précoces soient plus facilement accessibles, plus impactantes, plus simples, plus rapidement disponibles, parce que finalement aussi, elles mettent du temps à être disponibles, ces données-là. Alors, si on fait à l'envers, Nathalie, tu veux bien que je reprenne là? Alors, peut-être 3 choses. Première, c'est un rêve fou de se dire qu'on automatise le recueil de la donnée dans tous les types d'hôpitaux et de centres de privés, cliniques, etc. Parce qu'on peut se dire que ça commence à exister dans des centres qui arrivent à avoir ces technologies-là, mais il faut que ce soit partout. Donc pour faire ça, c'est un rêve probablement qui peut devenir réalité, mais pour faire ça, il faut aussi qu'on standardise. Qu'on standardise, je pense, ensemble, industriels, avec vous, autorités, encore mieux, et on a fait déjà, vous le disiez, hein, je pense que c'est là-dessus aussi d'énormes progrès pour se dire le protocole d'utilisation thérapeutique, comment on le rend un peu moins complexe, un peu moins long à remplir, et pour lequel on retire les bonnes informations. Et ça, c'est déjà un travail qui est fait avec la NSM, la HAS, les laboratoires, mais je pense qu'il faut aller plus loin et qu'entre laboratoires, on se dise aussi comment on standardise et qu'on demande un peu les mêmes choses. Et la dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés nouvelles qui nous proposent ces recueils de données. Et je pense qu'il va falloir faire un peu comme en téléphonie. Multi-opérateur, mais une opérabilité qui peut être partagée. C'est-à-dire que comment on va faire un système qui peut être utilisé à Paris, à, je ne sais pas, Bordeaux, et puis, je ne sais pas, à Pau et à Saint-Jean-de-Luz. J'ai cité des noms comme ça au hasard. Mais comment on va pouvoir utiliser la même chose et probablement par différents opérateurs. Parce que c'est comme pour la téléphonie, un seul ne pourra probablement pas tout faire. Et il y en aura probablement plusieurs, et là, il va falloir qu'on rende les choses faisables et acceptables pour les médecins et les praticiens qui utiliseront ces mécanismes-là. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est cette chose-là. Nathalie, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai le même rêve, hein. Je pense qu'on l'a tous. Il y a des prémices, hein. Nous, déjà dans l'industrie, on commence à utiliser ces technologies-là, hein, ne serait-ce que pour faire du recherche de signal en pharmacovigilance dans nos bases de données. Donc c'est en train d'émerger. Maintenant, c'est comment effectivement on le déploie à un niveau national, voire européen. Soyons fous. Parce que quand on est sur les maladies rares, la France n'est pas le seul terrain de jeu. Il faut d'emblée penser Europe. Donc voilà, j'ai le même rêve, mais il est un petit peu plus grand que le tien. Merci beaucoup, Laure. En 2 mots, l'idée pour moi, c'est de se dire qu'il faut, l'aventure de la FIAC, c'est aussi de faire des cas concrets.
Donc, je pense qu'on va apprendre en le faisant. Et notamment, en le faisant, on va se rendre compte qu'il faut parler aussi avec les soignants, aussi avec les chercheurs, aussi avec les patients et aussi avec la ville. Parce qu'en fait, les patients, même dans un essai thérapeutique et même dans un accès précoce, ils sont souvent très peu à l'hôpital. Et donc, peut-être que c'est aussi s'ouvrir les chakras sur, bien sûr, il faut de la tech, mais il faut une tech qui soit finalement, qui va circuler, qui va être en capacité j'allais dire, de décentraliser. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée-là de prendre des exemples concrets, et c'est ça qui va être formidable, mais sans oublier que voilà, il faut que ça puisse être accessible, vous l'avez dit, dans différentes villes ou différents lieux de vie ou de soins. Mais vraiment, ça, c'est très important de travailler ensemble, en fait, pour que ça marche, parce qu'on en a véritablement besoin. Donc les technologies sont en train d'émerger, elles sont en train on est en train de les prendre avec nous, à nos côtés, pour qu'on puisse améliorer cette collecte-là. Marianne, vous avez une vision probablement aussi à l'INCAD, comment on pourra améliorer ça ? Oui, souvent on parle de la technologie et aussi des enjeux d'interopérabilité des systèmes et techniques, mais il y a aussi l'enjeu de la façon dont on renseigne et de l'interopérabilité finalement sémantique et terminologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de qualifier toujours partout en France de la même manière une vraie réalité, un type histologique, des anomalies moléculaires, un stade au diagnostic et des évolutions. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des choses auxquelles on se heurte et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que la donnée déjà disponible n'est pas mobilisable comme elle pourrait l'être, notamment aussi à cause de cette façon de renseigner les choses et de les qualifier. Et il y a aussi un vrai travail sur ça, bien qu'il existe évidemment déjà des outils, mais il faut aller encore plus loin, je pense. Camille, vous voulez ajouter quelque chose ? Effectivement, moi, de ce que j'entends de tout ça, et on l'a constaté, c'est-à-dire qu'en oncologie, malgré le fait que ça représente 50% des décisions favorables d'accès précoce sur les premières 2 ans, on se retrouve face à une situation où on ne peut pas s'adosser à une source de données existante qui permettrait d'alléger le fardeau de collecte pour les prescripteurs. On a effectué à la HAS, et avec l'aide de l'ANSM, de la DGOS et de la Banque nationale de données maladies rares, un gros travail entre 2021 et 2023 pour aboutir à une proposition qui permet d'adosser la collecte à une application existante, ensuite de reverser des données dans un entrepôt qui permet de toucher tous les centres de référence et de compétences maladies rares, adossé à un set minimum de données. Donc ce package-là, finalement, c'est ce package-là vers lequel on aimerait tendre aussi pour l'oncologie. Et pour ça, il y a plusieurs étapes à franchir. Et tout le monde l'a dit ici. La question du set de données qu'on récolte, cette définition d'un set de données minimum qui serait dupliqué dans différents entrepôts hospitaliers en France et qui ensuite pourrait finalement être rassemblé pour répondre aux exigences de l'accès précoce, que l'accès précoce, c'est quand même une collecte chez tous les patients traités. On n'est pas sur une cohorte, on est vraiment sur une exhaustivité de patients. Donc ça veut dire qu'il faut que ce set de données minimum puisse être pris en main, utilisé à chaque fois qu'il y a une collecte de données en oncologie. Donc ça, c'est un gros travail que la HAS et la NSM ne pourront pas mener seuls. Il faut qu'on puisse identifier les différentes initiatives en oncologie autour de ces sets de données minimum pour ensuite franchir cette première étape d'homogénéisation de la collecte. Sachant aussi que ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle accès précoce, mais en fait, il faut se placer sur une perspective beaucoup plus haute parce que ces sets de données minimum, ils seront utilisables aussi pour des études observationnelles qui permettront aussi de suivre les médicaments 3 ans, 5 ans plus tard. Et donc, ça permet de nourrir des collectes de données qui sont multi-indications, multi-industrielles, qui peuvent durer dans le temps. Donc, c'est du travail qui paye à long terme. C'est du travail qui paye à long terme. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir cette première étape déjà d'homogénéisation d'un set de données. Et voir si on peut aller plus loin. Alors, c'est vrai que la situation des maladies rares fait qu'on se basait sur un réseau de centres de référence et de compétences avec un entrepôt déjà existant. Donc, ça partait avec des atouts quand même déjà très présents et déjà en place. En oncologie, on ne dispose pas actuellement d'une plateforme unique pour tous les centres qui traitent des patients et tous les hôpitaux. Mais ça pourrait être aussi un objectif qui peut être envisagé une fois qu'on aura construit ce set de données minimum, à voir comment ça peut être mis en place. Mais je pense qu'on n'est déjà pas très loin, avec toutes les initiatives qui existent, de pouvoir avoir ce set de données minimum
Voilà, il y a des initiatives auxquelles la HAS est sensible, les travaux qui sont actuellement en cours par la FIAC, aussi par Unicancer. Voilà, donc on sait qu'il y a pas mal d'initiatives qui émergent en ce moment. Il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table et avoir ce set de données minimum, et je pense qu'on n'en est vraiment pas très loin. Merci Camille. On voit bien que là, il y a une solution qui se dessine, qui est d'aller chercher dans les hôpitaux, dans les données qui sont présentes dans les hôpitaux, d'aller aspirer, d'aller conglomérer, d'aller intégrer ces données pour en faire un rapport qui est le reflet de la réalité dans la vraie vie, avec des patients qui ne sont pas triés par les effets, par les critères d'inclusion. Pierre, quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez évoqué l'analyse du langage en direct live pendant la conversation entre un médecin et son patient. Vous pourriez revenir, parce que c'est une technologie qui pourrait aller encore plus vite, et là, qui pourrait porter la voix des patients en live. Absolument. Alors, je vais commencer à avoir l'air d'un VRP de l'IME, j'en ai un peu peur. Le 29 février, il y a encore un autre symposium, lui aussi organisé conjointement par le ORTC et par l'IME, sur les données de qualité de vie en cancer, en cancérologie. Donc on va se poser cette question, on se la pose déjà, de se demander comment on peut recueillir des données. Alors la qualité de vie est un champ accessible à ce dialogue, justement. Et c'est dommage de perdre ces données. Et les patients qui ont assisté hier et avant-hier à des réunions préparatoires nous ont tous dit la même chose, c'est-à-dire que le recueil écrit standardisé des données de qualité de vie dans le cadre d'un essai clinique, c'est probablement indispensable pour interpréter valablement l'essai clinique. C'est assez ingérable pour les patients quelquefois. Ça nuit à leur qualité de vie pendant qu'ils participent à l'essai, mais ils l'acceptent très volontiers. Mais ça ne donne pas accès à toute la subtilité de ce qu'un patient peut traduire, et notamment à l'inattendu. Autre réflexion, donc on va discuter de tout ça. Autre réflexion, je pense que je rebondis sur ce qu'ont dit Camille et Laure, ça ne pouvait pas être mieux dit. C'est très important qu'en même temps qu'on s'organise en France, et je crois qu'on est un peu les premiers de la classe actuellement, c'est l'impression que j'ai eue quand on en a discuté à Amsterdam. C'est important, ça nous oblige aussi, parce que je crois qu'on nous regarde comme ayant fait un peu les premiers pas vers la standardisation, vers l'organisation des données. Je pense que la Commission européenne nous regarde avec beaucoup d'intérêt, que si on arrive à convaincre la Commission européenne de nous aider, ce sera quelque chose d'extrêmement efficace. Et je redis ce que disait Laure, c'est important que Saint-Jean-de-Luz et Créteil fassent la même chose, mais c'est important aussi qu'on fasse la même chose à Saint-Sepolcro et au fond de l'Allemagne, parce que la force de frappe, notamment pour les maladies rares, va être de plus en plus nécessaire. Je dis ça parce que je pense que la cancérologie est en train de se rapprocher progressivement de plus en plus des maladies orphelines. C'est-à-dire qu'autrefois, on traitait le cancer du poumon, puis le cancer du poumon en petits-cellules, puis le cancer du poumon en petits-cellules épidermoïdes, puis le cancer, etc. Puis maintenant, on en arrive à traiter des gens qui ont des translocations particulières. Et là, on se retrouve dans une population de 500 malades à travers l'Europe. Si on ne travaille pas avec les collègues allemands, polonais, espagnols, etc., on va être à la traîne. Et c'est les patients qui vont se retrouver à la traîne. Donc il faut qu'on pense à ça tout de suite, très rapidement. Donc faire des efforts au niveau français, essayer de servir d'exemple, essayer de recruter le plus possible de partenaires européens de façon standardisée. Parce que ce qui serait désastreux, c'est que chacun parte dans son coin avec sa petite standardisation qui ne ressemble pas à celle des autres. Et là, on se retrouverait coincé au niveau européen, comme on se retrouve actuellement. Essayer de résoudre des problèmes au niveau français. Si on trouve des solutions, il faut que les solutions soient le plus possible partagées. Je parle de l'Europe, mais je parle aussi des États-Unis, du Canada, à qui veut venir. Merci beaucoup. Marianne, vous aviez un dernier commentaire, vous avez levé la main. Peut-être juste dire que la DGS a initié un collectif de travail courant janvier. Camille, vous y étiez justement pour être en capacité d'identifier toutes les initiatives publiques, privées, mixtes autour de la collecte des données. Et je pense que c'est bien qu'on y participe tous parce que évidemment l'objectif c'est des synergies et de mieux se connaître et des ponts entre nos différents enjeux, besoins et propositions. Merci beaucoup. Le compteur a atteint 0 il y a 8 secondes. On est pas mal pour une première table ronde, monsieur le modérateur général. Vous êtes pas mal, et vous êtes même très très bien, je voulais vous le dire. On va garder quelques instants, parce qu'on a gardé évidemment quelques minutes pour les questions de la salle. L'occasion d'ailleurs de saluer celles et ceux qui sont à distance, qui nous suivent depuis très loin, les copains qui m'envoient des messages en disant « Oh, je te vois à la télé, tout ça, clac, clac ». C'est pas ma mère en plus, c'est des gens intéressés. Voilà, on salue ceux qui sont dans la salle d'à côté, qui ont eu la chance d'avoir ce fauteuil confortable ici, etc., qui sont sur les bottes de paille à côté.
Très bien. Et évidemment, on rappelle à tout le monde que sera offert à chacun une encyclopédie en 12 exemplaires, 800 pages de chacun, de tous les acronymes utilisés ce matin. C'est imbitable. Voilà. En tout cas, on voulait vous le dire parce que on a dit qu'on parlait au moins sachant de la salle. Et le moins sachant, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous vos acronymes dont on ne sait toujours pas si c'est des noms de maladies ou de médicaments. Première question de la salle. On va prendre un micro. On va proposer les questions dans la salle. Questions courtes, réponses courtes. On va mettre un timer à 8 minutes pour les questions. Bonjour, monsieur Afferman. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Vous pouvez vous mettre debout, la presse internationale vous filme. Bonjour, Guy Efferman. Moi, j'avais une question pour vous, Camille. Vous avez dit, je crois, que malheureusement, le timing entre le recueil de données accès précoce et l'appariement avec des données, par exemple du SNDS, ne permettait pas une utilisation au moment de l'examen par la HAS des dossiers. Je crois que c'était vous. Est-ce qu'on pourrait renverser le problème et essayer de faire en sorte justement que le renouvellement du SNDS s'adapte aux contraintes qui font que ce serait quand même bien que ces données d'accès précoce, une fois enrichies, une fois mieux collectées, puissent participer justement au dossier d'examen d'accès d'un nouveau médicament et qu'on n'ait pas ce délai. Merci pour la question. J'avais plutôt souligné le fait que les accès précoces n'étant finalement pas si précoces que ça, au final, sur les 2 premières années, on est à une inscription au journal officiel 9 mois après l'autorisation d'accès précoce. Donc, ce qui est quand même très très court pour collecter des données. Par contre, je rebondis sur votre remarque sur le SNDS. C'est évident que les délais d'accès aux données du SNDS ne sont pas compatibles avec le rythme des accès précoces et d'évaluation. Par contre, si on arrive à capitaliser sur des bases qui ont déjà des chaînages pérennes et des appariements pérennes au SNDS, ça peut aller plus rapidement. C'est ça l'intérêt aussi de travailler sur adosser la collecte de données à des accès précoces, à des bases qui sont déjà chaînées. Voilà, comme normalement, d'ailleurs, pour les maladies rares, la BNDMR a un chaînage avec des données du SNDS. Voilà, c'est sous réserve, effectivement, que l'accès à ces données soit quand même accéléré, ce qui est une perspective sur laquelle travaille beaucoup le Health Data Hub. Mais voilà, c'est un prérequis. Il faut pouvoir aller plus vite. Là, pour l'instant, ce n'est pas compatible. Même en termes d'études observationnelles post-inscription, ces délais d'accès restent encore trop élevés. Merci pour la question et la réponse. Et je me posais les mêmes questions sur la BNDMR, la SNDS, le TPQR, le SCZ, QSVD. Voilà, et je trouve ça important d'en parler ici. Peut-être une autre question. Si vous avez gardé le micro, pas du tout. On vous l'a gaulé, le micro, il est là. Bon, merci, mademoiselle. Une autre question dans la salle, peut-être. Très bien. Je vois une question ici. Madame, gardez bien la main levée, on va vous la porter. Puis ensuite, Marco, au premier rang. Bonjour, madame. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez, bien sûr. Bien sûr. Bonjour, Estelle Rossignol de la société Aztec. Quel joli nom. Vraiment. Merci. Alors, ma question, je voulais savoir où en était la réflexion au niveau de l'intégration des contraintes RGPD quand on pense à réutiliser des données en collection précoce jusqu'à RWE. On parle de plusieurs années, de plusieurs pays. Je pense que c'est assez complexe et je suis sûre qu'il y a une réflexion en cours. Je suis assez curieuse d'en savoir plus. Merci pour la question. Un élément de réponse. Sans acronyme. Alors, nous, non, je vais essayer sans acronyme. Je vais quand même devoir en utiliser un. Mais, oui, RGPD, ça passe. Non, je vais utiliser l'acronyme CNIL. On a la chance de pouvoir bénéficier d'un référentiel de la CNIL sur les accès précoces pour toutes les questions de protection des données à caractère personnel. Donc, c'est quand même extrêmement précieux et ça a permis de clarifier pas mal de choses suite à la réforme des accès dérogatoires. Et voilà, et on travaille régulièrement aux côtés de la CNIL en perspective aussi des autres accès dérogatoires, parce qu'il n'y a pas que le médicament, il y a aussi le DM, les DM numériques, la télésurveillance. Et la CNIL est très active à nos côtés pour clarifier qui fait quoi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et aussi sur l'information patient, c'est-à-dire produire des notes d'information aux patients qui soient lisibles, qui expliquent bien ce qu'on fait de ces données, pourquoi, où est-ce qu'elles sont stockées, est-ce qu'il peut s'opposer à leur utilisation ou pas, etc. Merci pour ça. Vous appelez vraiment Rossignol, madame? Vous appelez vraiment Rossignol?
Nicolas Rossignol, enchanté. On va monter un syndicat. Excusez-nous, s'il y a des pélicans ou hirondelles dans la salle, on a des cartes à vendre. Madame, on va apporter un micro peut-être. Je vous en prie, bien sûr. Et Marco a levé la main aussi. Oui. Je vous en prie. Juste faire une remarque sur cette pédagogie sur les données et finalement, je crois que même dans l'origine même de l'interaction des différents parties prenantes dans la FIAC, il y a cette idée aussi de partage, mais en fait, on se donne pas tout. En fait, c'est plus qu'on va sur des projets donnés faire en sorte que les données correspondantes des différentes bases se parlent. Et en fait, je crois que c'est là aussi qu'il faut de la pédagogie. C'est que oui, il faut protéger, il faut des lois, etc. Mais il faut qu'on comprenne, justement, c'est pour ça que je dis que l'IA, c'est un gros mot, c'est où sont ces données, d'où est-ce qu'elles viennent. Bien entendu que les patients et les différents acteurs aient donné leur accord pour leur utilisation. C'est pour ça qu'il faut de la pédagogie sur les données. Mais aussi, comment on va les faire se parler ensemble. Et typiquement, on parle là de bases de données de soins, de recherche et des données administratives. Donc, c'est quand même pas le même langage, en fait, au départ. Donc, c'est aussi là où il faut qu'on soit beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre, d'où les besoins de projet. Parce que, en fait, si ça se parle, c'est prodigieux tout ce qu'on peut faire progresser pour la recherche, mais les parcours de soins, l'équité d'accès, etc. Merci beaucoup. Une remarque rapide de Marco et ensuite notre prochain invité. Une remarque très rapide. Merci infiniment de votre ouverture autour de ces nouvelles technologies que tu évoquais pour pouvoir faire mieux dans la complétion des données. Je voulais juste vous proposer, je sais que Vin doit être par là, on va proposer un programme de travail avec des jalons sur les résultats des projets, à partager certainement avec vous déjà en démarrant sur la France. Mais merci infiniment de cette ouverture. C'est une jolie promesse. On va tous les remercier. Ils ont accepté votre invitation ce matin. Merci mesdames, merci beaucoup messieurs.